Gabriel, c'est moi qui vais mettre d'accord pour la présentation. Mon fils s'affiche aux 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Je vais faire les 10 dernières secondes avec le poids. Par la suite, il va y avoir une période de questions ensemble. Parfait, merci. On va comprendre, c'est ça? Oui. Donc, l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser ses rêves et de vivre. C'est vraiment ce qu'on a eu en tête tout le long de la présentation, du moins, des objectifs que nous aviez donnés. Donc, c'est sûr que quand on est à la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence. Puis, surtout, de la manière que vous nous avez parlé, vous avez une tonne de projets, puis on est vraiment choyés que vous nous fassiez confiance pour vos projets. Puis c'est vraiment dans une optique là, de réaliser vos envies pour la retraite qu'on a travaillé sur votre planification. Donc, grosso modo, les demandes que vous nous aviez faites, on commençait la vente de l'entreprise, puis la vente de la résidence principale. On avait des questions face à la facture d'impôt qui allait en ressortir. Donc, ça va être Mme Molly qui va nous démystifier les impôts, si on peut dire. Également, planification des décaissements et planification de la retraite. Donc, on trouvait que ça allait ensemble. Donc, c'est sûr qu'on commence aujourd'hui une nouvelle vie. Est-ce qu'on a les sommes? Comment on va décaisser ça? Qu'est-ce qui est le plus efficace à faire? On y répond. Même chose, la protection via les assurances. Les assurances, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Donc, c'est sûr qu'il faut y penser, peu importe les étapes de notre vie. Puis, même chose, planification de la succession. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait des fois peut-être pas penser, mais c'est un mal nécessaire. Il faut y penser, il faut s'y arrêter parce que ça peut finir en cauchemar, si on peut dire, si on fait pas les bonnes choses. Surtout, vous nous aviez dit que petits-enfants, c'est très cher à votre cœur. Donc, je laisse Mme Molly, planificatrice financière. Donc, un gros morceau de votre demande était la vente de votre entreprise. On a toujours deux façons de transférer notre entreprise, soit par la vente d'actifs ou la vente d'actions. Je vais vous parler un peu de la vente d'actifs. Dans le fond, la coquille de l'entreprise reste là, mais vous vendez tous les actifs à la personne, dans le fond, à votre employé, comme que vous nous l'avez dit, qui voulait acquérir. Donc, l'avantage est principalement pour l'acquéreur. Donc, pour vous, le seul avantage, ce serait la négociation des prix, puisque la personne elle achète vraiment des bâtiments, un terrain, des immobilisations. Par contre, dans votre cas, c'est pas vraiment, ça ne joue pas, puisque votre négociation est déjà faite. Donc, comme désavantage, il y a la liquidation de l'entreprise que vous allez devoir faire après avoir vendu les actifs. Puis, vous devez établir un prix pour chaque, puis vous gardez la responsabilité de l'entreprise par la suite. Finalement, moi, je vous conseille vraiment d'aller par la vente d'actions, ce qui suffit de seulement vendre les actions, que vous allez faire un gain en capital, mais vous allez avoir droit également à la déduction pour gain en capital. Ça annule votre responsabilité par la suite. Dans le fond, vous tournez la page, on n'a plus affaire avec l'entreprise, elle n'est plus à nous. Puis, dans le fond, c'est ça, la liquidation n'est pas nécessaire comme l'actif. Pour avoir droit à la déduction pour gain en capital, par exemple, deux conditions très importantes. Dans les 24 mois précédant la vente de l'entreprise, vous devez avoir des actifs utilisés activement à 50%, c'est-à-dire que les placements, c'est pas utilisé activement, il faut vraiment que ce soit des immobilisations qui sont utiles à la production de l'entreprise. Puis, au moment de la vente, il faut que 90% soit utilisé. Si 90% n'est pas encore utilisé, je vous conseille vraiment de retarder la vente jusqu'à ce que ce 90%-là soit utilisé, parce que sinon, vous n'aurez pas droit à la déduction en gain en capital. Puis, comme vous pouvez le voir dans mon tableau, la déduction en gain en capital est très importante. Dans le fond, elle permet à Madame la bonté de ne pas payer de gain en capital, puisque l'exemption est environ de 800 000, un peu plus. Sauf que vous avez déjà 100 000 d'utiliser, donc 700 000. Donc, ça vient vraiment réduire le gain en capital à zéro pour madame. Puis, à monsieur, ça le réduit de 360 000. Ce qui fait qu'il y a un gain en capital d'environ 1 900 000 avec la déduction en gain en capital qui fait que vous devez inclure 610 000 à votre impôt pour avoir net dans vos poches en vendant l'entreprise 1 800 000 et pour madame en bonté, le prix de vente 555 600. Vous nous avez également fait part que vous vouliez faire un don important à la Société canadienne du cancer et à l'Université Laval. Je vous conseillerais de le faire à l'année de la vente de l'entreprise,
puisque dans le fond, vous allez payer beaucoup d'impôts, comme monsieur, il va payer 144 000 d'impôts, ce qui fait qu'il pourrait diminuer l'impôt à payer avec le crédit pour don. Donc, vraiment faire le don par monsieur Tremblay pour diminuer l'impôt à payer. Vous avez également fait part que vous vouliez vendre votre résidence principale. Par rapport à la valeur et le coût d'acquisition que vous avez, puisque vous avez deux résidences, celle de Mont-Tremblant, celle de Montréal, ça serait préférable de désigner votre résidence principale à la résidence de Mont-Tremblant. Ça vous permettrait d'une exonération d'impôts plus importante que la résidence de Montréal. Donc, en effet, on vous conseille de payer le gain en capital sur la résidence de Montréal cette année, au moment de la vente, ce qui vous permettrait de payer des impôts d'à peu près 70 000 et d'avoir dans vos poches environ 430 000 et d'utiliser ce montant-là pour l'achat de votre condo. Puis, si jamais votre condo est moins cher que le prix que vous avez, ça vous permettrait d'utiliser cet argent-là pour votre retraite. Donc, justement, parlant de retraite, la stratégie de décaissement, on est venu établir en fait des étapes qu'on pensait primordiales. Premièrement, revoir les profils d'investisseurs, autant de monsieur que madame. Donc, c'est pas parce qu'on est un couple qu'on a les mêmes visions face à notre portefeuille, face à notre tolérance au risque. Donc, venir établir un profil. Nous, c'est sûr qu'en situation qu'on arrive à la retraite, on va faire des décaissements, on est plus en pensée que vous voulez préserver votre capital et non pas peut-être jouer beaucoup avec le capital. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller vers un profil conservateur qui se décline 60% en titres de revenus fixes, 40% en titres de croissance, donc des actions. Donc, par rapport au titre de revenus fixes, puis à la grille de placement que vous étiez déjà en investissement, je suis venue choisir des fonds d'action que je pense plus adaptés pour votre situation en venant maximiser la diversification de votre portefeuille. Donc, pour les revenus fixes, on est allé avec 60% dans un fonds d'obligations canadienne, puis le 40% pour les profils de croissance, on est venu décliner un tiers fonds d'action canadienne, un tiers fonds d'action mondial, un tiers américain. Présentement, je voyais que vous aviez une stratégie où, du moins, vous aviez décidé d'aller vers des fonds spécialisés. C'est sûr que moi, personnellement, c'est peut-être pas une recommandation que je vous ferais, parce qu'un fonds spécialisé, c'est un fonds qui est très risqué, étant donné qu'on se concentre seulement dans un secteur. Donc, si le secteur va bien, notre portefeuille va bien, mais si le secteur va moins bien, ça va moins bien pour l'ensemble du portefeuille. Donc, aller vers une stratégie plus générale, plus diversifiée, à long terme, on en ressort avec des revenus plus intéressants. Donc, deuxième point, restructurer votre actif. Parce qu'en ce moment, de ce que je voyais, là, REER, CELI, c'était pas maximisé. Donc, présentement, là, vous avez chacun un compte opérationnel unique, plus un compte opérationnel conjoint et un dépôt à terme. Donc, c'est sûr aussi que vous aviez également chacun une carte de crédit personnelle avec des soldes dessus, sachant qu'en général, les cartes de crédit ont un taux d'intérêt de 20 c'est énorme, il n'y a pas un placement qui nous rapporte ça. Donc, c'est sûr que, première étape, je vous conseille, chacun a même votre compte personnel, venir rembourser votre carte de crédit. Puis, c'est sûr aussi, ces montants-là, compte opérationnel, c'est de l'argent tous les jours, c'est de l'argent pour nos dépenses courantes. Donc, ces montants-là, je comprends très bien qu'on ne les investit pas, on veut avoir une certaine liquidité, mais les dépôts à terme, je viendrais vraiment vous conseiller de les mettre en CELI, puis de reprendre la stratégie que je vous ai proposée, donc aller encore avec un fonds mutuel, profil conservateur. Donc, si on regarde besoin à la retraite, face à vos objectifs, donc maintenir votre coût de vie, puis également, on a une augmentation du coût de vie pour les 10 premières années pour faire vos voyages. J'ai évalué qu'à 65 ans, on a besoin d'environ 1 864 000. Là, c'est sûr, vous allez me dire c'est beaucoup, mais il faut être conscient que la vente de votre entreprise à elle seule vous rapporte net d'impôts 2 300 000. Donc, vous êtes vraiment en bonne position. Faut pas s'inquiéter avec les chiffres, puis même, vous en avez de plus, parce que si on regarde la régie des rentes que vous avez toujours cotisé au maximum, va vous rapporter, si on actualise le montant à 65 ans, 171 000. La sécurité de la vieillesse, puis les REER aussi que vous aviez présentement, 108 000. C'est sûr, comme je vous disais, ça, on va venir les maximiser pour, encore une fois, venir diminuer la facture d'impôt qui a été créée avec la vente d'entreprise, parce qu'on sait qu'en venant cotiser à un REER, vous venez vous venez réduire votre revenu imposable.
Puis c'est sûr que la manière que je voyais, vous avez toujours cotisé au maximum de la Régie des rentes. Donc c'est sûr que 108 000, il y a possibilité de venir maximiser là, les REER. Donc, comme je vous disais, stratégie, on y revient, là, maximiser les REER, maximiser les CELI du couple. L'ordre de décaissement qu'on conseille, règle générale, en fait à tout le monde, c'est de venir sortir en premier les montants non enregistrés, par la suite les montants en CELI, puis les montants en REER. Pourquoi on vient retirer en dernier les montants en REER? C'est simplement qu'un REER, c'est un impôt qui est reporté dans le temps. Donc, le but, c'est de venir la reporter le plus loin possible. Fractionnement de revenus, c'est aussi une stratégie pour venir réduire la facture d'impôt. Donc, on vient prendre le revenu du couple, chacun va se faire imposer à moitié. On vient diminuer là, les taux d'impôt pour chacun. Puis, un petit point qu'on avait par rapport au FER. Donc, il ne faut pas oublier que le 31 décembre de l'année où vous allez avoir 71 ans, il faut que l'ensemble de vos REER soient transférés en FER pour, par la suite, là, c'est sûr que ça va engendrer des décaissements, puis il y a un montant minimum qu'on décaisse pour les FER, mais il n'y a pas de maximum. Fait que c'est sûr que si vous décidez finalement les voyages, on continue 1 an, 2 ans, il n'y aurait pas de problème. Là. Pour ce qui est des assurances, c'est pas un point que vous nous aviez suggéré d'apporter, mais nous, c'est toujours quelque chose qui est important pour nous. Vous avez déjà chacun une assurance vie, mais on vous conseille 3 autres assurances. En premier lieu, vous voulez voyager pour les 10 prochaines années. Donc, on vous conseille une assurance voyage pour les couvertures des frais médicaux si jamais vous arrive un pépin dans un autre pays. C'est toujours important d'avoir cette assurance-là. Également, une assurance pour les maladies graves si jamais il y a un diagnostic de cancer ou un AVC qui peut arriver à tout moment. Mais évidemment, avec l'âge que vous avez, c'est une prime qui peut coûter quand même très cher, mais par contre, ça protège des conséquences financières. Puis aussi, qu'est-ce qui serait important, ça serait une assurance de soins de longue durée. L'État paye un certain montant pour vous lorsque vous allez dans des centres spéciaux, mais si vous voulez avoir une qualité de vie à votre image, puis qui est vraiment la meilleure qualité de vie pour vous, ça serait d'adhérer à cette assurance-là qui vous permettrait d'avoir des services supplémentaires, par exemple un bain supplémentaire ou des services de soins infirmiers. Donc, c'est vraiment des assurances qu'on vous conseille. Pour ce qui est de la planification successorale, vous n'êtes pas marié, mais on vous conseille d'avoir un contrat de vie commune, ce qui pourrait vous permettre de partager votre patrimoine familial de la façon que vous le désirez. Ça permettrait également de choisir vous-même qu'est-ce que vous voulez avoir, comment vous voulez séparer. Puis également, vous n'avez pas de testament, ce qui est vraiment important que vous en ayez chacun un. On conseille le testament notarié puisqu'il va être inclus dans les registres. Puis ça permet de prévoir les décisions lors de vos décès. Comme vous nous avez mentionné, vos petits-enfants, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on vous conseille de les nommer comme bénéficiaires pour votre assurance vie. De cette façon-là, ils pourraient avoir une meilleure vie puis les ressources comme vous voulez qu'ils aient. Également, un mandat en cas d'inaptitude, si jamais il arrive une maladie, un accident et que vous n'êtes plus apte à subvenir à vos besoins ou de prendre soin de vos biens. Donc, vous pouvez désigner une personne ou des personnes qui vont s'occuper de tout ça pour vous. Donc, en conclusion, c'est sûr que pour nous, c'est une première rencontre. Donc, vous nous avez dit également qu'avec votre ancien conseiller, vous étiez peut-être un peu plus ou moins satisfait, qu'il y avait eu des petits conflits, si on peut dire. Nous, c'est sûr que si vous nous choisissez pour l'avenir comme institution de base, comme planificateur financier de numéro 1, nous, c'est une relation de confiance, de respect, puis qui perdure dans le temps. On est des personnes qui sont intègres, puis vraiment, là, on est ouvert à la critique. Ce que je veux dire par là, c'est nous, c'est sûr qu'on vous fait des recommandations. Après, c'est vous le client, c'est vous aussi qui choisissez. C'est sûr que c'est des choses qu'on va parler ensemble dans le futur. Une relation, ça ne se bâtit pas en une seule rencontre. Nous, comme je dis, c'est du long terme qu'on vise. Puis je pense que le mot général de la rencontre, c'est se dire bonne retraite. Vous avez une tonne de projets qui arrivent, puis je pense qu'en tant que planificateur financier, on est là, on a un petit satellite qui tourne autour de vous. Puis le but, c'est vraiment là, de vous accompagner puis s'assurer là, que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc, ça conclut
notre rencontre. Merci. Moi, j'aimerais savoir si vous avez tenu compte de l'inflation quand vous avez calculé nos revenus et Non. à quel taux à ce moment-là vous en avez? Tous les revenus ont été indexés finalement avec un taux d'inflation de 2 %, puis également on est venu tenir compte de l'augmentation des maximums des gains admissibles qui est à 3 %. Donc finalement, si on vient combiner les deux, tout ce qui est les actualisations, ça a été fait à 1 %. L'autre question que j'ai, c'est combien, est-ce que vous avez calculé un peu combien on va être en mesure de léguer? Parce que ça fait partie aussi de nos objectifs, mais j'ai pas très bien compris là, combien on allait pouvoir léguer à nos héritiers, à nos petits. En tant que tel, à la fin complètement, c'est sûr qu'il y avait le 250 000 qui est l'assurance vie que on s'était dit, vous nous aviez dit que c'était dédié à vos petits-enfants. Donc ça, ce qu'on vous conseillait, c'était de venir l'identifier dans votre police d'assurance que vos bénéficiaires étaient vos petits-enfants. Sinon, le montant en tant que tel, à la fin, quand vous allez décéder, c'est sûr que ça va être positif. On l'a pas calculé malheureusement, mais si on regardait grosso modo, la vente d'entreprise vous donnait 2 200 000. Vous aviez besoin de 1 800 000 en plus des autres placements que vous aviez. Fait à vue d'œil, on peut évaluer là, peut-être un 700 000 qui va rester en plus de l'assurance vie. Plus juridique. Merci. Oui, des actifs qu'on détient déjà idéalement, parce que c'est vrai qu'il faut tenir compte que vous avez encore le condo, puis la maison secondaire que vous allez vendre, fait qu'on vient encore d'augmenter ça, on est peut-être rendu à 1 200 000. Okay. Dans les placements, là, quand vous dites, OK, on passe aujourd'hui d'un portefeuille 80% en actions, 20% en titre à revenu fixe, on est dans une période où les taux d'intérêt sont bas. Si les taux d'intérêt se mettaient à augmenter, il arriverait quoi là? Si je viens d'embarquer dans des placements en titre à revenu fixe, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter des placements qui aujourd'hui vont avoir un prix X, mais il va arriver quelque chose. Là. Est-ce que c'est un bon moment pour transférer mes placements en action dans des titres à revenu fixe, puis pourquoi? Bien, c'est sûr que pour nous, quand on bâtit une stratégie de placement, comme je vous l'ai dit, c'est à long terme. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas... On est des planificateurs financiers, on n'est pas des économistes, donc oui, on peut voir ce que les économistes nous disent, mais on n'est pas non plus, on n'a pas une boule de cristal. Les économistes, pratiquement une fois sur deux, se trompent face à ce qui arrive. Donc, pour nous, la stratégie de placement, c'est beaucoup plus orienté sur quels sont vos besoins, quelle est votre tolérance au risque, plus que qu'est-ce qu'on pense que l'économie va arriver. Parce que, oui, on peut penser que, bon, là, l'économie va bien, les taux vont augmenter, s'en aller vers une stratégie à taux fixe, ça va nous restreindre en termes de rendement. Mais de l'autre côté, si c'est le contraire qui arrive, si ça se met à descendre puis qu'on ne l'a pas prévu, parce qu'il n'y a jamais une crise financière qu'on prévoit. C'est toujours après, les économistes disent « Ah oui, en regardant, on voyait qu'il y avait des signaux qui nous amenaient. » Fait que c'est sûr que si c'est le contraire qui arrive, ben, nos clients ne seront pas contents que leur placement ait descendu. Fait que c'est pour ça qu'aller vers une stratégie conservateur, pour nous, c'était ce qui était le plus réaliste face aux besoins que vous avez là, pour votre retraite. J'ai une autre question, je la pose tout de suite. Vas-y. Quand on vend notre business, là, l'argent va se ramasser dans nos mains propres à nous. Donc, on va avoir un gros paquet d'argent, c'est du capital, donc il n'y a pas d'impôt. Après qu'on ait payé l'impôt sur la vente d'entreprise, cet argent-là, je l'ai là. Puis si je prends ma retraite, en principe, j'ai plus de salaire. Donc, je ne me créerai plus de droits REER. Je ne vais pas aller investir dans des REER puisque je n'aurai pas de droits REER. Y a-t-il d'autres véhicules de placement que les REER qui existent que je vais pouvoir utiliser pour ne pas payer de l'impôt sur mes rendements? Comment je vais faire ça? Bien, il y a des CELI qu'on est passé rapidement, mais chacun, monsieur, madame, vous avez chacun un montant de 52 000 que vous avez le droit de mettre en CELI. Le CELI, grosso modo, c'est que les intérêts qu'on fait sont non imposables. Par contre, il n'y a pas de déduction là, comme un REER. C'est pas quand on met un montant de CELI, ça ne vient pas réduire notre revenu imposable, mais tout l'intérêt que notre placement fait nous revient à nous à 100%. C'est sûr, effectivement, la vente d'impôt ne vous crée pas un droit de cotisation REER, mais si on regarde par le passé, le fait qu'à chaque année, vous étiez déclaré un salaire face à votre entreprise, ça, à chaque année, ça vous a créé des droits de REER. C'est ce que je voulais dire, qu'on peut aller rattraper par le passé ces droits de REER-là. Okay, sinon, ben, c'est sûr que, mis à part ça, là, vous nous disiez que les régimes enregistrés de
de vos petits-enfants sont déjà remplis au maximum. Fait que les trois véhicules, si on peut dire enregistrés qu'on a, si on maximise le REER, on maximise le CELI, les R3E sont déjà maximisés, ben il va falloir accepter d'aller en non enregistré puis payer de l'impôt sur les intérêts. Dernière petite question pour respecter le temps. Le rendement a été estimé à combien dans votre calcul d'horizon temporel pour le revenu à la retraite? Donc, le rendement qu'on a modifié l'allocation du portefeuille, vous avez calculé un rendement moyen de combien? C'est 3 3%. Merci Ça, en beaucoup. fait, là, Merci c'est basé beaucoup. sur les normes de l'IQPF, l'Institut québécois de la planification financière. Merci infiniment, madame. Merci. Merci.